Mesdames, Messieurs, bonsoir. À l'émission Le Touche-à-tout, ce soir, j'ai le plaisir de recevoir comme première invitée une spécialiste dans le domaine de la santé. Je vais essayer de ne pas trop bafouer avec son nom parce que des fois, on a de la difficulté à le dire comme il faut. Inhalothérapeute. Ah bien, je suis bon, je l'ai bien dit. Alors, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Annie Turcotte. Bonsoir, Annie. Bonsoir. J'ai bien dit ça, inhalothérapeute? C'est bien ça, oui. Alors, c'est quoi ça, une inhalothérapeute? Bon, un inhalothérapeute, pour faire court, parce qu'on travaille dans différents milieux dans le domaine de la santé. On peut travailler dans les centres hospitaliers, on peut travailler en soins à domicile. Et la présentation aujourd'hui, c'est plus en lien avec l'apnée du sommeil, qui est une portion plus au niveau privé dans l'inhalothérapie. Et puis l'inhalothérapie, ça concerne quel... Tout ce qui est en lien avec la respiration. La respiration. Oui. Alors, quand on dit inspirer, inhaler, c'est ça. C'est tout en lien. Ah, bon, alors c'est ça. Et aujourd'hui, toi, tu es responsable du service de soins respiratoires plus. C'est bien ça? C'est une clinique privée. C'est une clinique privée qu'il y a ici à Thetford Mines. C'est situé à quel endroit? Sur le boulevard Frontenac, 1311 boulevard Frontenac, à côté du bureau du député. Ah, Paradis, oui. Ah, OK. Ah, bon, alors c'est très facile pour les gens, là. Il y a, Christian Paradis, il y a tellement de grosses pancartes qu'on ne peut pas la manquer. Donc, vous autres, vous êtes à côté. La porte à voisine. La porte voisine, c'est bien ça. Et aujourd'hui, on va parler particulièrement de l'apnée du sommeil. Oui. Bon, encore là, c'est quoi ça? C'est quoi cette bébête-là? Est-ce que c'est une maladie? C'est une maladie dans le sens où ça nous cause des problèmes de santé, mais c'est pas une maladie en soi, c'est pas une bactérie, un virus. C'est un syndrome, dans le fond, qu'on a. Ce qui veut dire qu'on arrête de respirer durant la nuit, causé par soit une obstruction, donc quelque chose qui bouche les voies respiratoires, ou un problème de transfert d'informations, que le cerveau n'envoie pas les informations pour respirer. La majorité des gens vont avoir un problème obstructif, donc c'est vraiment quelque chose qui bouche les voies respiratoires. C'est quand on dort, la langue va descendre dans les voies respiratoires, les tissus mous vont s'écraser, donc on essaye de respirer, puis il n'y a pas d'air qui passe. Mais qu'est-ce qui arrive? La personne qui tente de dormir, donc de récupérer, il y a des phases du sommeil qu'on doit faire durant la nuit pour avoir un sommeil réparateur. Mais par contre, quelqu'un qui fait de l'apnée du sommeil, son corps va se réveiller constamment durant la nuit, donc il n'y a pas de sommeil récupérateur. À long terme, ce que ça fait, c'est que les gens vont avoir beaucoup de symptômes associés à ça. Des symptômes de fatigue, d'irritabilité, somnolence diurne importante, vont de la misère à conduire la voiture, à être concentrés, des problèmes de mémoire et des problèmes de santé physique aussi, comme du diabète, des infarctus, des ACV aussi. Donc, bien là, je t'ai pour dire cette maladie-là, mais non, c'est un syndrome, il ne faut pas que je me trompe. Là. Mais donc, c'est très important. C'est très important. Ça peut avoir des conséquences graves. Des conséquences graves sur la santé physique, mais aussi sur le côté social de la personne qui, vous avez un bon souper un samedi soir, s'endort dans son assiette, il n'y a rien d'intéressant pour personne dans ce temps-là, ou arrive, essaie d'écouter un petit peu la télévision, s'endort là ou dans une salle d'attente aussi. Donc, tout ça fait aussi que le côté social de la personne en prend un coup là, à long terme aussi, en plus des problèmes de santé physique. Donc, l'apnée du sommeil, c'est un syndrome très important. Puis, est-ce que vous avez des statistiques qui démontrent, là, je ne sais pas, mais au Québec, là, combien de personnes qui peuvent être victimes de ce syndrome-là? Bien, c'est environ 15 à 25 Hey, mais 25 c'est le beaucoup. quart, ça. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que c'est relié en partie à l'obésité. Donc, c'est certain que ces dernières années, on parle beaucoup de l'augmentation de la population qui ont une obésité. Donc, c'est relié aussi à ça. C'est pas toutes les personnes qui ont une obésité qui font de l'apnée et c'est pas nécessairement l'obésité qui, si la personne n'est pas obèse, elle peut faire de l'apnée quand même. Il faut comprendre ça, mais c'est certain qu'il faut y penser aussi. Fait que c'est pour ça que le chiffre est si élevé, parce qu'on a quand même une problématique là, de société là-dessus. Est-ce qu'il y a un âge particulier? Est-ce que c'est les personnes âgées qui sont plus à risque ou ça peut être un jeune? Il y a de la clientèle très jeune. Même moi, je peux vous dire que dans ma pratique, la personne la plus jeune que j'ai rencontrée, c'était 6 ans. Oh mon Dieu! Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que souvent, les enfants, ça va être relié à une problématique de amygdale trop grosse ou une problématique qui va pouvoir être corrigée par la chirurgie quand l'enfant va être un petit peu plus vieux à ce moment-là.
ou avec la croissance, ça va se corriger. Mais dans la vingtaine, c'est régulier qu'on a des clients qui vont avoir un appareil pour dormir. Mais la personne âgée, bien âgée de plus de 50 ans, c'est pas âgé, là, va avoir des symptômes qui vont s'être accumulés à travers les années. Donc, c'est plus souvent rendu à cet âge-là qu'on a conscience de prendre soin de notre santé. Donc, est-ce que les patients te sont référés par des médecins? Parce que les autres, ils réalisent là, que le patient qui sont en avant de lui, le médecin, il se dit il y a de quoi qui ne marche pas, lui, il y a un problème. C'est sûr que pour... c'est un problème respiratoire, de toute façon. Puis le médecin ne peut pas diagnostiquer ça assis dans son bureau non plus. Ça demande de passer un examen. Il y a différents types d'examens ou de systèmes qu'on peut faire. L'examen peut être passé au centre hospitalier. Ils vont prêter une machine où est-ce que le patient va dormir avec à la maison, qui va diagnostiquer, vérifier, voir qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y a vraiment des arrêts respiratoires. Cet examen-là peut être fait aussi au privé pour justement, des fois, accélérer le service. Puis, suite à ça, il va y avoir un diagnostic officiel de fait et là, à ce moment-là, oui, les clients vont être référés aux cliniques possibles de la région pour faire l'achat des équipements qui vont traiter son apnée du sommeil. Bon, là, on en arrive. Je m'étais mis comme question, est-ce qu'il y a des solutions à ça? Absolument. La solution la plus efficace qui existe à l'heure actuelle sur le marché, c'est le CPAP que vous avez juste ici, que j'ai apporté un modèle. Le CPAP, ce qu'il fait, il va pousser une pression d'air dans les voies respiratoires. Je vous ai mis une tête ici comme exemple avec un masque. Il va pousser l'air dans les voies respiratoires qui va faire gonfler les voies respiratoires pour les garder ouvertes durant le sommeil. Donc, le patient doit dormir avec ça. Ah oui? Oui. Ah bon, je pensais qu'il allait à la clinique chez vous puis qu'il avait, je sais pas moi, un traitement pendant une demi-heure. C'est pas ça, là? C'est pas ça. C'est un traitement qu'il doit faire tout le temps. C'est très rare les patients qui vont être diagnostiqués apnée du sommeil et que éventuellement, ils ne le seront plus. Donc, souvent, quand les gens achètent cette machine-là, c'est à vie. Ils doivent porter ça à toutes les fois qu'ils dorment pour éviter de faire des arrêts respiratoires durant la nuit. Donc, si la personne ne porte pas le CPAP, il fait des arrêts respiratoires à ce moment-là. Et, bon, il y en a sûrement qui l'ont déjà. Moi, c'est la première fois que je vois ça, là. Puis je regarde de cette bébite-là, puis je me dis, comment que je réagirais, moi, à voir ça dans le visage? Est-ce que ça mène un certain bruit? On doit s'habituer, au niveau du bruit, c'est sûr qu'il y a un petit son qu'on entend parce que c'est quand même un compresseur, donc il y a un petit bruit qui est à l'intérieur. Avec le temps, les machines sont de plus en plus silencieuses parce que justement, c'est une problématique d'avoir le silence complet dans la chambre à coucher, mais c'est quand même pas si pire que ça, le son, là, c'est vraiment très silencieux. Mais d'avoir sur le bout du nez, est-ce que les gens s'habituent? Les gens s'habituent. C'est sûr qu'il faut penser que quelqu'un qui décide de se traiter, il y a de la volonté qui va avec ça, là. Il va travailler sur l'idée de le porter à toutes les nuits. Des fois, il y a des gens que c'est plus long. Ils commencent 1 heure ou 2 heures à la fois. Au fil du temps, ils réussissent à passer la nuit au complet avec. Oui. Il y en a d'autres, par contre, qu'ils portent la machine tout de suite et toute la nuit et c'est chose réglée. Et on remarque une amélioration des symptômes très rapide. La majorité des gens, en moins d'1 semaine à 2 semaines après le début du traitement, ils ont retrouvé énormément d'énergie, de concentration et c'est très rapide. Donc, améliorer la qualité du sommeil. Donc, ils ont amélioré leur qualité du sommeil tout de suite, leur qualité de vie en même temps. Ouais. Tout à l'heure, juste avant le début de l'émission, je faisais des folies, puis j'ai dit « L'apnée, est-ce que ça a un rapport avec le ronflement? » Puis tout de suite, j'ai eu une réponse « Oui. » Oui. Oui, bien en fait, il faut comprendre que l'apnée du sommeil, quelqu'un qui fait de l'apnée du sommeil va ronfler, c'est sûr et certain, mais par contre, c'est pas nécessairement la personne qui ronfle qui fait de l'apnée du sommeil. Il faut démêler les deux choses. OK, alors si tu fais de l'apnée, automatiquement, tu ronfles. Mais si tu ronfles, tu ne fais pas automatiquement de l'apnée. Oui. Quelqu'un qui fait de l'apnée... j'ai bien retenu ma leçon. Oui. Quelqu'un qui fait de l'apnée obstructive, il faut bien le nuancer, va avoir des ronflements sans appareil CPAP, évidemment, va ronfler, c'est sûr. À partir du moment où on place l'appareil, on ne veut plus entendre de ronflement.
Non? Non, Ah, ouais. on n'est plus supposé de rien entendre comme ronflement, à part le petit silement de la machine. Mais le ronflement, est-ce que ça peut être, j'ose pas appeler ça symptôme, mais ça peut être un élément déclencheur qui te dit « Hey, coudonc, là, toi, t'arrêtes pas de ronfler, et puis tu ronfles de plus en plus, puis on dirait que tu as de plus en plus de difficultés. » Là, ça peut être un élément déclencheur qui permet à la personne de suivre les traitements voulus pour essayer de corriger ça? Bien, souvent, ce qu'on va voir, c'est que c'est le conjoint ou la conjointe dans le bureau du médecin va dire « Ah, il n'arrête pas de ronfler, je dors pas bien. » Là, ça va allumer des fois des lumières au médecin pour commencer déjà là à questionner. Oui, je l'entends arrêter de respirer, même des fois. C'est pas normal, ça. Fait qu'à ce moment-là, le médecin va aller une étape plus loin. Fait que nous, dans notre questionnaire, quand on rencontre des gens, on fait ce qu'on appelle une échelle Epworth, c'est une échelle de somnolence, mais ça fait partie des questions qu'on demande toujours aux clients. Est-ce que vous ronflez? Parce que, comme je vous ai dit, c'est un critère important, c'est quelque chose qui est facile, qui est notable. On ronfle ou on ronfle pas. Habituellement, on est capable de le savoir assez facilement. Fait que c'est quelque chose qui est assez important là, dans la... Qui peut être un indice révélateur. Oui, oui, okay. Oui. Et cet appareil-là, vous l'avez appelé CPAP. Oui, CPAP. CPAP, OK. Oui. Ça vaut si quelqu'un, là, il faut qu'il l'achète? Oui. Ça vaut combien? Bon, première des choses que nous, on conseille aux gens quand ils vont commencer un traitement, c'est de faire une location parce qu'il y a des gens, comme on a discuté, des fois qui ne vont pas être capables de porter l'appareil. Donc, pourquoi investir dans le vide? On leur conseille de faire des locations. Fait que c'est possible de louer à ce moment-là le premier mois, deuxième mois, le temps de voir. Puis on ne perd pas de sous. C'est des sous qu'on est capable de mettre sur l'achat par la suite. Fait qu'il n'y a pas de raison de ne pas louer pour les patients. Fait pour un appareil, ça dépend des modèles parce qu'il y a des petites choses de différence selon la prescription du médecin. Ah oui, oui. Fait qu'encore là, il faut selon respecter l'importance de l'apnée? Oui, ou selon le mode que le médecin va préférer de traiter le patient. Alors, c'est entre 1 200 et 1 600 $ à ce moment-là. Ah, bon. Puis, on a, comme vous avez vu ici, un masque sur le visage. Il y a différents types de masques. Là, je vous ai apporté quelque chose qui couvre le nez, mais vous pouvez avoir quelque chose qui est beaucoup plus gros, dépendamment des besoins, qui couvre le nez et la bouche. Et le nez et la bouche. On a aussi quelque chose de plus petit qui va vraiment juste venir s'accoter sur les narines. Donc ça, c'est une autre façon de pouvoir donner le traitement. Ce qui est le plus utilisé, c'est un masque qui va couvrir le nez comme ça. Bon, les gens qui nous écoutent, là, l'émission est presque terminée. S'ils voulaient avoir des renseignements additionnels, à quel numéro de téléphone qui pourrait... C'est le 334-0020. 334-0020 dans le 88, bien sûr. Puis il y a aussi sur notre site web qui peuvent peut-être aller voir sur ssrplus.com. Alors, j'avais le plaisir d'avoir à mes côtés Annie Turcotte, qui est inhalothérapeute. Et vous, je vous invite à demeurer des nôtres puisque l'émission se poursuit dans quelques instants. Comme deuxième invité, j'ai le plaisir de recevoir pour la deuxième fois sur une série de 3 émissions sur les parcs nationaux. Rappelez-vous, j'avais le plaisir d'avoir à mes côtés le directeur du Parc national de Frontenac, Éric Lessard. Et encore une fois, c'est le cas. Bonsoir, Éric. Bonsoir, Pierre. Quand tu es venu la première émission, tu nous as parlé globalement d'où venait... Tu nous as fait l'historique des parcs, hein? Et moi, ce que j'ai retenu, c'est que le premier parc, c'est le parc de Yogi l'ours. Yellowstone, hein? Bon. Et le parc de Frontenac, le parc national de Frontenac, suivi dans les années... C'était en 87. Oui, c'était pour dire vers la fin des années 80, hein? C'est ça, 87. Oui. J'aimerais ça, aujourd'hui, qu'on parle d'une façon un peu plus particulière de notre beau parc qu'on a dans notre région ici, là, particulièrement par Saint-Daniel ou encore par Sainte-Praxède. Parce que l'autre partie est dans un autre comté, parce que on a un parc qui est très, très vaste. Oui. C'est quoi la mission? Rappelle-nous la mission d'un parc. Bien, la mission est à 2 volets. Le premier volet de la mission, c'est la préservation, la protection, la conservation des milieux naturels qu'on retrouve dans le parc. Ça, c'est le premier volet. Puis le deuxième volet, c'est de rendre le parc accessible aux gens. Okay. Donc, on navigue dans ces deux missions-là. OK. Alors là, tu parles de protection, préservation, tout ça. Là. Dans le parc de Frontenac, qu'est-ce que vous avez à protéger? Si on voulait... Parce que là, est-ce que vous voulez protéger le beau lac, le grand lac Saint-François, qui fait partie intégrante
du parc de Frontenac? Il y a 3 éléments qu'on protège dans le parc, là, si on veut simplifier les choses. Effectivement, le Grand Lac Saint-François, c'en est un. Ah oui? C'est un lac qui est assez exceptionnel. C'est le 3e plus grand lac au sud du Saint-Laurent. Il y en a juste 2 au sud du Saint-Laurent qui sont plus gros. C'est le lac Memphremagog et le lac Témiscouata. OK. Memphremagog, ça, c'est près de nous, là. C'est ça, exactement. Témiscouata est dans le bas du fleuve. Donc, c'est ça. Puis, le parc, en fait, si on regarde une carte du lac, là, le parc se trouve à protéger 55 des rives du Grand Lac Saint-François. Ça veut dire que pour les gens qui habitent autour de ce lac-là, entre autres choses, c'est intéressant parce que souvent, un des problèmes qu'on a au niveau des lacs, c'est que ça se construit partout. Puis on vient que le lac est un peu moins intéressant en termes de qualité de paysage et tout. Mais là, les gens qui habitent au Grand Lac Saint-François ont cette chance-là de voir 55 des rives qui vont toujours rester à l'état naturel. Donc, c'est quand même pas mal intéressant. Moi, je me souviens, là, dans les premières années du parc, de l'autre côté de la belle plage qu'il y a à Saint-Daniel, ils appellent ça la Mouscrate, là? Oui, oui. La rivière Remusqué. La baie aux Remusqué, voilà. Et de l'autre côté, il y a déjà eu des chalets, là, qui ont été expropriés, justement, pour permettre... Oui, c'est ça. À l'époque, dans les bâtiments qui étaient déjà présents sur le territoire, certains ont été conservés, mais d'autres ont été effectivement expropriés avec des compensations. Toutefois, à l'époque, ce n'était pas des expropriations sauvages, entre guillemets. Mais, fait que c'est ça. Fait que ce lac-là est une des trois richesses qu'on protège dans le parc. Puis quand on dit le lac, là, on peut parler peut-être plus particulièrement de la baie aux Remusqué, justement, du côté du secteur Saint-Daniel, et de la baie Sauvage, qui est plus du côté du secteur sud. Là, oui. Quand on est dans le parc puis qu'on va sur le bord du Grand Lac Saint-François, souvent, là, on est soit dans la baie aux Remusqué ou dans la baie Sauvage. Mais dans la partie sud du parc de Frontenac, là, il y a beaucoup de petits lacs qui sont là, puis on peut louer des chalets puis aller pêcher. Oui. Donc, il n'y a pas juste le Grand Lac Saint-François, là. C'est ça. Puis, effectivement, c'est une bonne question parce que ça nous amène un petit peu au deuxième élément naturel qui est vraiment caractéristique du parc, là. C'est au secteur sud. C'est une formation géologique qu'on appelle le massif de Winslow. Peut-être pour expliquer simplement aux gens ce qui s'est produit, c'est qu'il y a à peu près 370 millions d'années. Ah bon? Il y a eu du magma, donc en fusion, qui a cherché à traverser, à percer la croûte terrestre à cet endroit-là. Et ça ne s'est pas rendu au bout, comme pour faire un volcan là, qui aurait comme explosé. Ça a seulement fait une espèce comme un bouton là, qui a sorti de la croûte terrestre. Et ça s'est fait il y a 370 millions d'années. Et là, au fil du temps, les glaciers ont passé là-dessus, l'érosion, le vent, la pluie, tout ça. Tout ce qui avait de matière un peu plus friable là-dedans, ça s'est tout désagrégé, puis ça s'est tassé. Et ce qui est resté, c'est vraiment le magma qui, lui, était d'une roche beaucoup plus dure, qui, lui, est resté là. Donc, ce que ça a eu pour effet, ça a été justement de créer dans ce secteur-là. On se retrouve un peu aujourd'hui, un peu comme un cratère, si on veut. C'est une ceinture de collines qui fait à peu près 2 km de circonférence. Ah oui? Puis des collines qui montent à peu près jusqu'à 400 mètres de haut. Fait que ça fait comme un cercle de collines comme ça. Puis effectivement, au centre de ça, bien, l'eau qui se ramasse là, comme il y a des collines tout le tour, bien, ça a un petit peu plus de difficulté à s'écouler. Donc, c'est pour ça qu'au secteur sud, effectivement, il y a des petits lacs, des étangs, des marais. Ah, mais ça vient de ça? Il y a beaucoup de milieux humides au secteur sud qui sont justement associés là, à cette formation géologique-là. Puis évidemment, ces milieux humides-là deviennent très propices à l'observation d'espèces qui sont particulières à ces milieux-là. On peut penser, entre autres, au grand héron, qui est l'emblème animalier du parc, parce que chaque parc a son emblème. Oui, c'est vrai. Et on va fréquemment au secteur sud faire l'observation de grands hérons. On a d'ailleurs recensé au parc des endroits où il y a des héronnières, c'est-à-dire c'est des marais où les hérons vont installer leur nid sur des arbres morts. Et c'est vraiment quelque chose à voir, là, tous ces nids-là installés au sommet des arbres. Est-ce que l'eau de ces lacs-là, comme l'eau du Grand Lac Saint-François, c'est une eau qui est propre à
à la baignade. Et même là, Thetford épuise son eau dans le Grand Lac maintenant, là. C'est sûr qu'au niveau des lacs intérieurs du parc, qui sont au secteur sud, ces lacs-là sont vraiment à la tête. Quand on parle de bassin versant, là, c'est comme plus des lacs de tête. Donc, il n'y a pas de pollution qui rentre là-dedans. Pour ce qui est du Grand Lac Saint-François, c'est une autre histoire parce qu'il y a beaucoup de villégiature autour, il y a des activités agricoles, des activités forestières. Et l'eau qui se ramasse dans le Grand Lac Saint-François là, provient d'un bassin versant qui couvre, si ma mémoire est bonne, là, c'est plusieurs centaines de kilomètres carrés. Oh, ouais. Donc, il y a beaucoup d'eau qui tombe tout partout dans la région qui finit par se ramasser au Grand Lac Saint-François. Ce qui fait qu'au niveau de la qualité de l'eau, depuis quelques années, il y a quand même certaines problématiques là, qui sont observées, de cyanobactéries, entre autres. Mais on va justement, au niveau du parc, s'intéresser quand même pas mal à ce qui se passe au niveau du lac, parce que... Mais est-ce que ça cause des problèmes? Je prends l'exemple de la plage Saint-Daniel, là, qui est une superbe belle plage. Oui. Est-ce que vous avez des problèmes ou à un moment donné, vous devez aviser les gens qui vont au parc, les usagers, vous ne pouvez pas vous baigner aujourd'hui? Est-ce que ça vous arrive? Oui, absolument. Il y a des périodes à un moment donné où on a ce qu'on appelle des blooms de cyanobactéries, là. Donc qui, dans certains cas, peuvent être toxiques. Donc, on est obligé à ce moment-là d'aviser les gens qu'il y a des problématiques. C'est quand même de moins en moins fréquent. Mais en 2007, entre autres, là, ça avait été une année qui avait été difficile. Donc, quand on parle de protection, donc c'est important de le protéger. Ce lac-là, c'est un lac, c'est une richesse, ça. Oui, absolument. Et ces petits lacs-là qui sont dans la partie sud, c'est de toute beauté à visiter. Moi, j'ai eu le plaisir, comme journaliste, de visiter ces endroits-là. C'est de toute beauté. On peut louer des chalets, on peut aller juste se ressourcer. C'est vraiment... c'est pas loin, ça. Ouais, alors ça, c'est les deux principaux éléments. Bien, il y en a un troisième qu'on oublie. Dire un instant, là, moi, je me souviens, les premières années, on nous parlait de la... Comment? La tourbière. La tourbière réticulée, c'est ça? C'est ça, Qu'est-ce que c'est, ça? En fait, c'est le troisième élément qui caractérise qui est dans le parc, qui est tout près d'ici, au secteur Saint-Daniel. C'est une tourbière. Ça serait mentir de dire qu'une tourbière comme ça, c'est exceptionnel, parce que c'est pas vrai. Il y en a énormément au Québec. Ce qu'elle a d'exceptionnel, la nôtre, c'est que toutes ces tourbières-là, on va les retrouver surtout en zone boréale, dans la forêt boréale, beaucoup plus au nord. Plus au nord. La tourbière de Saint-Daniel serait celle qui est la plus au sud au Québec, là, de ce type-là de tourbière. Donc, ça en fait vraiment quelque chose d'intéressant. Puis ça encore, on parlait du massif de Winslow tantôt, c'est pas quelque chose qui remonte à la semaine passée, ça, là. La tourbière Saint-Daniel a commencé à se former il y a 12 000 ans. Et c'est une tourbière qui fait à peu près 1 km carré. Puis tu me demandais un peu c'est quoi une tourbière? Bien, essentiellement, une tourbière, c'est un gros paquet de mousse, de sphènes, qui s'accumulent là. Et c'est une petite plante qui est bien particulière, cette mousse-là, parce qu'elle peut absorber jusqu'à 25 fois son poids en eau. Elle peut se gorger d'eau. Donc, une tourbière, c'est un peu comme une espèce de grosse éponge. Et à Saint-Daniel, dans notre tourbière, comme elle a 12 000 ans, bien, les endroits où, quand on mesure l'épaisseur de cette sphène-là, de cette tourbe-là, on a des endroits là, où ça va jusqu'à 6 mètres d'épaisseur de tourbe. Donc, puis encore là, tu sais, je parlais du héron tout à l'heure qu'on va retrouver au secteur sud. Dans une tourbière, on a là un milieu, un écosystème qui est particulier, qui fait qu'on va retrouver des espèces là aussi particulières, notamment au niveau de la flore. On va retrouver à la tourbière des plantes carnivores, on va retrouver des orchidées sauvages. C'est intéressant. Au niveau des oiseaux, on va retrouver certaines espèces d'oiseaux, dont le tétra du Canada, qui est vraiment associé à cet écosystème-là et qu'on peut voir dans la région uniquement à la tourbière. Il n'y en a pas ailleurs, là, dans des centaines de kilomètres autour. Il y a un club d'ornithologie dans la région, ça doit être vos clients. Oui, ils viennent souvent. et ce qui est intéressant, quand on va justement dans le secteur Saint-Daniel, puis qu'on fait le parcours, il y a un parcours, là, c'est un trottoir de bois. Et il y a beaucoup de renseignements sur des plaquettes. Vraiment, là, la personne qui va là, qui prend le temps, ça peut prendre combien de temps à faire le tour, là? On peut le faire en deux parties. Il y a une petite boucle qui est un peu plus courte, qui peut prendre à peu près 15-20 minutes, puis qui nous amène quand même à une tour d'observation où on a une belle vue de la tourbière. Puis il y a un autre petit aller-retour qu'on peut faire un peu plus long, là, qui peut peut-être nous rajouter un autre 30 minutes à peu près, là.
Fait qu'on peut aller passer facilement une belle petite demi-journée à se promener. C'est intéressant. Et nous, là, les visiteurs, les usagers du parc, est-ce qu'il y a moyen pour nous de faire aussi de la protection, de vous seconder dans vos efforts de protection? Bien, c'est une bonne question parce que nous, au niveau du parc, on a quand même des moyens qui sont à notre disposition pour veiller à la protection de ces milieux naturels-là. On fait des études, de la recherche dans le parc parce que pour bien protéger les choses, il faut bien les connaître. Donc, on s'intéresse au Grand Lac Saint-François, la qualité de l'eau sur le lac. On a des problématiques d'espèces envahissantes qui sont associées au lac. Donc, on suit ça aussi de près. Puis, on a aussi au parc un programme de suivi de l'intégrité écologique où on suit avec des indicateurs la qualité du milieu naturel. Exemple, les amphibiens. À chaque année, on fait un suivi de l'état de santé des amphibiens, donc des grenouilles dans le parc. Oui. Et on calcule ça, puis si les grenouilles sont en santé, ça veut dire que le parc est en santé. Fait que ça, c'est le deuxième. Puis le troisième, rapidement, c'est qu'il y a des lois et des règlements qui s'appliquent dans le parc. Et pour répondre à ta question... n'importe quelle cochonnerie dans la tourbière. Pour répondre à ta question, la première chose que les gens peuvent nous aider, c'est vraiment de s'informer de la réglementation qu'il y a dans les parcs nationaux. Puis quand ils visitent un parc, bien, de le visiter de façon respectueuse des règlements et de la réglementation. Et à ce moment-là, nous, bien, c'est sûr que ça nous aide. L'émission est déjà terminée, Éric. On en a une troisième à venir. Donc, je vous invite à suivre nos activités, puisque d'ici la fin de la saison, Éric va nous revenir, puis tu vas nous parler de quoi? Bon, on va axer la troisième émission un petit peu plus sur ce qu'il y a à faire dans le parc. Parfait. Comme activité. Alors, je vous invite à nous revenir la semaine prochaine. Merci beaucoup, Éric. Merci, Pierre.